de l'African Studies Center à Leiden et ancien diplômé de Florida, si je ne me trompe pas. Oui, Université de Floride. Bonjour à tous. Moi, je voudrais revenir sur la question du contrat social qui a été abordé très éloquemment hier par le général Tarka dans son allocution d'ouverture et qui a aussi été traité par Madame Kate Meagher dans sa communication. Et je voudrais en fait parler adosser une réflexion sur cette notion de contrat social sur mes propres recherches qui portent essentiellement en fait sur la région du Nord Tillabéri. Depuis 2 ou 3 ans, je fais des recherches dans cette région-là, un peu au Burkina Faso aussi, mais surtout au Nord Tillabéri, en sachant que, évidemment, les résultats et conclusions auxquels on peut aboutir sur cette région-là peuvent, dans une certaine mesure, être extrapolés sur le Sahel burkinabé et sur le centre et le nord du Mali, mais sans doute pas peut-être moins sur la région du lac Tchad. Alors, il est entendu que les pays du Sahel, comme d'ailleurs tous les pays du continent africain, ont besoin d'un nouveau contrat social, puisque le contrat social développementaliste de l'indépendance est mort, et le régime néolibéral qui l'a suivi se fonde sur la négation même de la nécessité d'un contrat social. Mais aujourd'hui, régime néolibéral ou pas, on parle beaucoup de la nécessité d'un contrat social. Le problème, c'est qu'il n'est jamais très clair ce que cela veut dire exactement et ce que cela implique concrètement. C'est par rapport à cela que je voudrais proposer quelques éléments de réflexion inspirés par mes recherches. Alors, ces recherches m'ont appris 2 grandes choses, en fait plus que 2 choses évidemment, mais dans l'intérêt du temps, je vais me contenter de 2 choses, sur la situation dans les zones de guerre, qui à leur tour nous en disent long sur la situation dans la région sahélienne plus généralement. D'abord, au-delà du djihadisme, qui est une réalité, mais qui prend son ancrage à cause de problèmes locaux, se pose la question du droit à la subsistance dans les zones agropastorales, parce que essentiellement, ces zones de guerre, ces zones de conflit se trouvent en région agropastorale. Question ancienne qui a mené à une sorte de guerre larvée autour de droits mal définis ou mal légitimés et de sentiments d'injustice et d'exclusion qui semblent s'être intensifiés au cours des 30 dernières années. Dans les entretiens que j'ai eus dans mes recherches, les gens se réfèrent à cette guerre larvée sous la formule sobre, mais en fait assez trompeuse, de conflits fonciers. En fait, ce sont des conflits autour de la terre, du droit à la terre, de la possession du bétail, de la possession ou du contrôle des droits de pâture, des conflits qui sont à généalogie, dans lesquels chacun y va de son récit et qui peuvent avoir une très grande profondeur temporelle. Des conflits qu'on qualifie souvent de conflits communautaires, si l'on veut, mais dans un cadre où les communautés ont des rapports complexes les unes avec les autres, si bien qu'on peut parler d'un véritable cadre social, d'autant que certaines coalitions entre acteurs de ces conflits sont en fait transversales aux communautés, ce dont d'ailleurs se répètent les formations djihadistes. On peut donc aussi bien parler de conflits sociaux. Et évidemment, du point de vue communautariste, et je fais la distinction entre communautaire et communautariste, parce que communautariste souligne l'adhésion à une identité communautaire, c'est une guerre économique, opposant pasteurs et paysans, mais aussi pasteurs de différentes communautés, c'est-à-dire en l'occurrence Peul et Touareg, et à l'intérieur de certaines communautés, surtout Touareg d'après mes récits, maîtres prétendus et réputés esclaves. Alors j'ai parlé d'une intensification trentenaire de ces conflits, et cela est lié non seulement à des réalités structurelles comme le croît démographique, surtout des paysans, ou la marginalité politique des pasteurs, en particulier Peul, au moins en ce qui concerne la région de Tillabéri, d'où cette histoire de Tolébéla qui a été évoquée par M. Ba, mais aussi aux réformes de la période qui ont marchandisé les terres, c'est que j'ai surtout constaté dans mes recherches au Burkina Faso, mais c'est qui doit être aussi valide dans le cas du Niger, puisqu'on a suivi à peu près les mêmes politiques. Alors ce sont là des détails qui donnent de l'historicité à cette guerre larvée, qui n'est plus du tout larvée maintenant. Puis, deuxième élément, il y a eu un processus de déclin de l'État dans les campagnes, lui aussi à peu près trentenaire, qui s'est enclenché sous la pression de l'ajustement structurel et a conduit au démantèlement de l'État social ou développeur, celui qui donnait une sorte de légitimité réflexe au gouvernement, en particulier dans les zones très éloignées des centres étatiques, telles que les confins de la région de Difa, au Niger, de la région de Gao au Mali, de la province du Sahel au Burkina Faso ou de l'État du Borno au Nigeria. Ce retrait de l'État social, de l'État sympathique, surtout de l'État qui s'adapte parce qu'il veut faire quelque chose, laisse les populations en face à face avec l'État angoissant, celui des porteurs de tenues et des collecteurs d'impôts. Alors, cette désétatisation des campagnes s'est renforcée par l'ubiquité d'une action non gouvernementale
non pérenne et dépourvue de vision politique, et par la politisation tout azimut occasionnée par la formation sous les auspices de la démocratisation et de la décentralisation de classes politiques au centre comme dans les espaces locaux, trop souvent prêtes à faire feu de tout bois, jusqu'à y compris l'appareil d'État et l'administration territoriale pour conserver le monopole du pouvoir. Pris ensemble, ces deux éléments décrivent les impératifs sur lesquels il faut travailler dans l'optique d'un contrat social, au moins dans la région dite des trois frontières. L'idée de contrat social, au moins telle que je la comprends, est celle d'un pacte défini par l'intérêt général et qui donc met l'État au service de l'intérêt général et transforme de ce fait les individus particuliers en citoyens, c'est-à-dire en personnes capables d'adhérer à une éthique de l'intérêt général. Cette compréhension abstraite du contrat social est conditionnée dans la vie réelle par les problématiques qui dénotent son absence, à savoir le repli des individus sur leurs intérêts privés ou de groupe et la capture de l'État par des intérêts partisans. Dans mes données d'entretien et de récit, il y a beaucoup d'exemples de perceptions ou de faits qui illustrent cette véritable catastrophe politique, mais dans l'intérêt du temps, je m'en vais conclure sur comment se pose concrètement la nécessité du contrat social par rapport à l'implosion de ces régions du Sahel central et du lac Tchad. Alors, un tel contrat est impossible sans une réforme en profondeur de l'État, en particulier de certaines de ses organisations régaliennes, administration territoriale, justice, fiscalité, sécurité, défense, afin de les mettre au service de l'intérêt général. À cet égard, on peut se demander ce qui serait possible à deux niveaux. Purger au maximum ces organisations des emprises partisanes afin qu'elles retrouvent leur autonomie fonctionnelle et leur intégrité, et ensuite qu'elles deviennent agiles et apprennent à s'adapter aux problématiques locales au lieu d'exiger que ces dernières s'adaptent à elles. Dans le cas de l'état du droit, par exemple, les conflits dans les régions agro-pastorales sont souvent gérés à travers la coutume, mais la coutume est un espace du droit qui est très négligé par les États de ces régions-là. Ce contrat social est aussi impossible sans une réinvention de l'État développeur endogène, capable d'inspirer aux citoyens, en particulier les plus démunis, que le projet Niger, le projet Mali, le projet Tchad, le projet Burkina, le projet Nigeria est quelque chose qui marche ou pourrait marcher et qui ne nécessite pas de projet alternatif. Et puis d'un autre côté, la question de la violence et de la guerre des terres et ressources doit recevoir une réponse politique complète, comprehensive, comme dit l'anglais. Il est souvent question ces derniers temps de dialoguer avec les combattants des groupes armés, mais pour le faire, il faut bien comprendre la complexité de leurs griefs, de leurs objectifs, de leurs ambitions raisonnables et déraisonnables. Et il faut associer à ce dialogue les non-combattants également, car la vie dans ces régions est leur intérêt général à tous. S'ils en sont venus aux gorges, c'est bien entendu une conséquence de toute une chaîne d'événements extérieurs à la région, en tout cas en ce qui concerne la région des trois frontières, chute de Kadhafi, menée du MNLA, montée du djihadisme. Mais à mon entendement, nous faisons à présent face à une guerre civile, localisée certes, mais une guerre civile tout de même. Et une telle guerre ne prend fin qu'à travers un pacte civil, un contrat social. Je vous remercie. Merci beaucoup Abderrahmane pour cette présentation très riche.